Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, quand l'entreprise vacille, qu'elle ne parvient plus à honorer ses échéances, une autre forme de gestion s'installe, ni aussi ni complaisante. Elle est mandatée par la justice, elle observe, elle propose, elle tranche parfois, c'est le syndic judiciaire. Et nous en parlons ce matin avec notre invité. C'est un rôle qui est longtemps perçu comme le messager des fins de parcours. Le syndic est aujourd'hui un acteur des procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation. Il ne se contente plus de dresser l'état des lieux, il évalue la viabilité, cherche des solutions, représente les intérêts des créanciers et parfois prépare une relance. Nous allons en parler avec notre invité, je le disais, et ceux qui veulent participer à cet échange, n'hésitez pas à nous contacter de 10h à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Atlantique Radio. Les experts jusqu'à midi. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes avec notre invité, Mohamed Tougani, qui est commissaire aux comptes, qui est syndic, qui est expert comptable et qui nous renseigne par rapport à divers sujets qui nous intéressent dans notre émission. Alors ce matin, tout particulièrement, c'est la question des syndics qui est à l'ordre du jour. Des syndics qui connaissent une actualité. Les syndics, pas ceux de la copropriété, bien entendu, mais ceux effectivement qui sont amenés à gérer des entreprises qui peuvent être en difficulté dans le cadre des procédures judiciaires. Mais on va, disons, commencer par le commencement, c'est-à-dire par l'actualité. Notre invité est venu, parfois certains des invités viennent avec des livres. Notre invité est venu avec un décret pour nous renseigner sur des actualités qui vont concerner effectivement les syndics qui seront amenés dans les temps à venir à gérer peut-être autrement les sociétés en difficulté, Mohamed Tougani. Bonjour Badr, bonjour à vos auditeurs et puis merci pour l'invitation. Donc tout à l'heure je vous ai entendu en me présentant, on intervient... Vous êtes surtout fait entendre. On intervient oui. en fin de parcours, mais on intervient aussi en amont, donc pas uniquement toujours en fin de parcours. Oui, on sollicite les avis de ceux qui sont sur le terrain. L'expert comptable accompagne, d'une manière générale, l'entreprise et quand elle a des difficultés, etc., avant même d'arriver à ce stade, c'est que vous avez ce qu'on appelle la procédure d'alerte qui est prévue dans le commissariat aux comptes. Ça veut dire que si vous avez des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation d'une entreprise, vous tirez la sonnette d'alarme vers la direction générale, l'assemblée générale, et éventuellement vous pouvez y aller jusqu'au président du tribunal de commerce. On ne va pas rentrer là-dedans. Donc comme vous avez dit, ce décret se fait attendre. Le décret d'abord officiellement n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore apparu. Mais je vois, vous l'avez entre les mains. J'ai le projet. Oui. Comme on dit en arabe, le mousouedda. J'ai le projet. J'ai le projet, mais il est passé au Conseil du gouvernement, au Conseil des ministres, pardon. Et puis maintenant, on attend sa publication au bulletin officiel. Et ce décret se faisait attendre parce que finalement, depuis la réforme du Code du commerce en 2018, quand on a introduit la procédure de sauvegarde qui n'existait pas auparavant, parce qu'auparavant, il n'y avait que la procédure de redressement judiciaire de liquidation, on avait prévu dans un article qu'il va y avoir un texte réglementaire, un nom tandemi. Dans cette émission, peut-être on serait appelé à parler en arabe et en français, parce que même le décret est en arabe, pour l'instant. Donc, 2018, donc il vient d'être... donc, ça lui manque juste la publication. Donc, pour une avant-première pour Radio Atlantique, les experts, j'ai rapporté avec moi le projet, et il est là devant mes yeux. Il y a un certain nombre de choses. D'abord, quels sont les... Vous avez longtemps plaidé déjà pour qu'on définisse les honoraires du syndic. Non, mais d'abord les honoraires, il n'y a pas que les honoraires, la responsabilité aussi. Et puis les conditions d'accès à cette fonction de syndic. Parce que finalement, si vous voulez accompagner une entreprise en difficulté, il faut avoir quand même les épaules. Pas les épaules, mais les compétences comptables, économiques, financières, etc., pour accompagner l'entreprise. Parce que si vous êtes nommé en tant que syndic, que ce soit au niveau de la sauvegarde ou du redressement, et je rappelle, pour vos auditeurs, la différence entre les deux, juste pour rafraîchir la mémoire des gens,
c'est que quand on est en procédure de sauvegarde, ça veut dire qu'on n'est pas en cessation de paiement. On a des difficultés financières, mais on n'est pas en cessation de paiement. Par contre, quand on est en redressement judiciaire, malheureusement, on est déjà en cessation de paiement. Oui, c'est un pied Absolument. de plus dans la tombe. C'est quoi la cessation de paiement ? En tant qu'expert comptable, on peut dire que c'est quand on a un actif disponible qui ne peut pas faire un passif exigible, quand on n'arrive pas à payer les salaires, à payer les impôts de fin de mois, etc. On est dans cette situation. Donc ce décret, il complète d'ailleurs la loi 1595 du Code de commerce, et puis il parle d'un certain nombre de choses. Tout d'abord, premièrement, ce sont des compétences pour éventuellement devenir syndic. Oui, mais ça veut dire qu'on nommait des syndics sans pour autant avoir une liste précise de ce qu'on pouvait demander à ce qu'ils aient comme compétences prérequises pour exercer la mission de syndic. Absolument, c'est que pour l'instant... Mais comment ça se faisait ? Ça se faisait, c'est que le tribunal... parce que c'est comment pas, ça se fait ? Comment ça se fait ? C'est que quand on dépose un dossier pour demander une procédure de sauvegarde, une procédure de redressement judiciaire, c'est d'abord un tribunal collégial, ce qu'on appelle Ghurfat al-Mashoura, c'est-à-dire la chambre de conseil, où il y a 3 magistrats, procureurs, etc., etc. Et donc, on invite le chef d'entreprise à expliquer pourquoi, d'abord, il a demandé de bénéficier de cette procédure. Et à partir de là, il y a une délibération. Et puis, après la délibération, bien sûr, ça peut être le refus. Ce n'est pas toujours l'acceptation automatique. Ça peut être le refus si les conditions ne sont pas requises. Et à partir de là, dans le jugement, donc on désigne deux organes. Deux organes qui sont importants. Les organes sont importants pour cette procédure. On désigne le juge commissaire et le syndic. Donc le juge commissaire, c'est un magistrat professionnel, etc. Et le syndic, jusqu'à maintenant, c'était généralement des experts judiciaires qui sont inscrits sur la liste des experts judiciaires, d'une manière générale. Et il y avait des conditions pour être inscrit. Il y a des conditions pour être inscrit en tant qu'expert judiciaire. Je reviendrai tout à l'heure, si vous voulez, sur l'expertise judiciaire et les conditions, etc. Mais il y a des conditions quand même, parce que pour être expert judiciaire, il y a une demande qui est déposée auprès du procureur général de la région où vous êtes. Ensuite, il y a un travail qui est fait de moralité, etc., pour qu'on sache que la personne éventuellement peut exercer. Et puis le diplôme, l'expérience professionnelle, etc. Et je crois que le diplôme, ça doit être un minimum une licence, pour exercer ce travail minimum. Donc, donc l'étau va se resserrer. Absolument. Et par rapport au rôle de syndic. Absolument. Je parle absolument. Oui. Mais ce qui serait intéressant, ça serait peut-être à l'avenir qu'on puisse avoir une liste des syndics. Pour l'instant, il n'existe pas. Ça, c'est une proposition, parce que maintenant, on a le décret qui vient de sortir. C'est bien, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a mis la liste des arbitres pour l'arbitrage, la loi 95-17, et ça serait bien un jour qu'on pourrait avoir une liste de syndics, comme ça existe dans d'autres pays. Donc, je vous avais dit, ce dossier est déposé, il est envoyé au ministère, la direction des affaires civiles du ministère de la Justice, et puis sur un certain nombre de critères, sur une commission qui est composée quand même de magistrats, de procureurs, etc. Et on désigne d'inscrire ou ne pas inscrire une personne, etc. Et à partir de là... Mais qu'est-ce qui va changer alors, lorsqu'on va essayer d'avoir, disons, des critères supplémentaires pour désigner un syndic ? Alors, le décret apporte quel changement ? Le décret, d'abord, il va apporter les changements. Quels sont... donc ce qu'il dit ici, je vais le dire en arabe, et puis parce que c'est écrit en arabe, et puis ensuite تحديد مقاييس تأهيل التسجيل في جداول الخبراء القضائيين. Donc déjà, il faut avoir un certain nombre de critères, etc. pour s'inscrire. Donc le syndic, il a d'abord une particularité, c'est que c'est quelqu'un qui est désigné pour apporter quelque chose pour les entreprises en difficulté. Parce que finalement, tout à l'heure, je disais, quand on est désigné par le tribunal vous donne un délai de 4 mois pour pouvoir préparer un rapport pour le tribunal. Et dans ce rapport du syndic, vous avez d'abord les gens qui vont déclarer leurs créances auprès du syndic, parce qu'il y a des délais de déclaration de créances. Et à partir de là, lui, il va établir un rapport, et sur ce rapport, il peut y aller. Même si le tribunal, dès le début, il a ouvert une procédure de sauvegarde, de redressement,
le syndic, s'il estime, avec tous les éléments dont il dispose, etc., que la société ne peut pas bénéficier de la procédure de sauvegarde ou de la procédure éventuellement de redressement, ben, il peut éventuellement proposer la liquidation. Enfin, donc il a un délai de 4 mois qui est renouvelable une seule fois. L'intérêt pour les entreprises pendant cette période-là, c'est que dès qu'il y a l'ouverture de la procédure, l'entreprise est protégée. Il n'y a plus d'intérêt, les intérêts bancaires s'arrêtent, etc., etc. Donc il y a des avantages quand même. Ça, c'est l'intérêt des procédures. On a consacré des émissions entières à ces procédures et ceux qui ont des questions à nous soumettre, n'hésitez pas à nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Mais on a parlé des conditions pour potentiellement exercer cette mission-là de syndic, mais encore faut-il donner envie. Oh, il y a les honoraires, ça j'ai bien entendu, mais encore faut-il donner envie par rapport à ceux qui se posent la question de savoir s'il est judicieux d'aller dans ce sens ou d'avoir ces responsabilités. Alors, on ne sait pas toujours, ceux qui ne sont pas du milieu, quelles sont précisément les missions qui incombent au syndic. Mohamed Zougani. D'accord. Ce que, modestement, moi, ce que j'ai essayé de faire dans le cadre de l'ordre des experts comptables, avec d'autres confrères et consorts, on a créé une commission d'expertise judiciaire et de syndic. Et donc, cette commission, il y a de la formation, on a fait déjà une première formation de 4 jours, qu'on a renouvelée une deuxième fois. Et dans cette formation, ce n'est pas uniquement des experts qui interviennent, des magistrats aussi qui arrivent. On invite aussi des magistrats qui parlent aux experts, etc. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que cette fonction, il faut quand même qu'il soit tiré vers le haut. Parce que quand on sait que l'expert comptable, le comptable agréé, ce sont des gens quand même qui ont une formation. Moi, je peux parler des experts comptables. Ça fait 8 ans quand même de formation après le bac, 3 ans de stage obligatoire dans un cabinet d'expertise comptable, des examens supplémentaires derrière, un rapport qui se fait. Donc, il faut quand même avoir une formation parce que l'entreprise, c'est de tout. Il y a de la finance, il y a de l'économie, il y a du personnel, il y a de la prévision, il y a un certain nombre de choses. Et donc, il faut quand même quelqu'un qui soit outillé pour pouvoir accompagner l'entreprise dans cette situation, surtout quand il est en situation de difficulté. Oui, bon, la formation, ça va de soi, mais c'est pour aboutir quelque part. On peut être désigné en tant que syndic d'une entreprise pour peu qu'il y ait ses prérequis. Mais ça consiste à faire quoi précisément, un syndic, quand on s'interroge sur les missions qui sont les siennes? Mais les missions sont délimitées par le tribunal, parce que le syndic, quand il y a un jugement, c'est comme l'expert judiciaire, il doit se limiter. Il y a un jugement avant dire droit, parce que ce soit l'expert judiciaire dans une procédure normale, etc., on fait appel de plus en plus à des experts judiciaires. Non, mais moi j'ai entendu, vous rédigez un rapport, et c'est un avis que non, mais on ne le rédige pas tout seul. Oui. On accompagne avec le chef d'entreprise, parce que on ne se met pas dans son petit coin à rédiger un rapport et puis à le remettre au tribunal. C'est le chef d'entreprise qui est le premier responsable de son entreprise. Donc, les jugements, avant de dire droit, ils disent toujours le rapport en compagnie avec le chef d'entreprise. Parce que finalement, il n'y a pas mieux que le chef d'entreprise qui connaît son activité. Parce que vous êtes là, vous avez un œil extérieur. Vous avez beaucoup de dossiers en parallèle. Lui, il n'a que son entreprise. Absolument, mais c'est un avantage parce que vous savez ce qui se passe par ailleurs et vous pouvez bénéficier de ce qui se passe par ailleurs. C'est vrai. Ça peut être une richesse. Ça peut être une richesse. On peut être débordé. En tout cas, nous, on déborde. Zougani, il est 10h24, c'est le moment d'annoncer la respiration musicale, mais il y a aussi la question des honoraires, d'autres aspects sur lesquels on va revenir et qui sont d'actualité dans le petit monde de ceux qui exercent ces missions de syndic et qui peuvent, en l'occurrence, nous intéresser tout au long de cette émission. Ceux qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à nous joindre. Nous resterons à l'antenne jusqu'à midi et vous pourrez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes en effet à l'antenne, chers auditeurs, encore 1h30 d'émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire entendre. Nous resterons bien entendu joignables au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous sommes avec notre invité Mohamed Zougani qui est expert comptable, qui est commissaire aux comptes et qui est, le cas échéant, nommé en tant que syndic dans le cadre des procédures judiciaires par rapport aux entreprises en difficulté. Nous évoquons, puisque nous avons la primeur, disons, de cette annonce, les actualités concernant le décret qui va concerner précisément les missions et le rôle du syndic, la façon qu'on a d'exercer cette mission-là. Mohamed Zougani, nous n'avons pas été complets dans les explications que nous avons partagées en ce début d'émission. Alors il y a la question des honoraires, la question des compétences.
qui est également précisé dans ce décret qui verra le jour s'il n'est pas modifié d'ici là. Bien sûr, c'est déjà une bonne chose déjà. Vous savez, quand il n'y a rien, quand il y a un texte, même quand il est imparfait, il faut toujours l'améliorer, le modifier, etc. Quand il y a C'est du ça. flou, on Absolument, dit mais on qu'il y a un loup. l'améliore. On l'améliore, c'est ça l'avantage. Parce que partir de rien ou partir de quelque chose, c'est complètement différent. Donc c'est pour cela que c'est une bonne chose, ce décret qu'on attend qu'il apparaît au bulletin officiel. Donc il se peut que par rapport à ce que j'ai, moi, qui est un projet, il y a des modifications par rapport à ce projet, etc. Et donc, puisqu'on parlait des honoraires, parce qu'effectivement, comment ça se passait jusqu'à maintenant, les honoraires? Les honoraires, jusqu'à maintenant, c'était le syndic qui proposait au juge-commissaire ses travaux, ce qu'il avait fait, les justificatifs, etc. Et c'est le juge-commissaire qui détermine les honoraires. Donc, c'est un juge qui détermine les honoraires du syndic. Maintenant, et c'est une bonne chose, parce que si on fait un parallèle avec ce qui se passe sur d'autres cieux, si on compare ne serait-ce qu'au système français, les administrateurs judiciaires, ils ont un barème. Et c'est une bonne chose, un barème. On sait très bien, quand on fait quelque chose, on a droit à ça ou on n'a pas droit à ça. Et je crois que ça, c'est une bonne chose pour tout le monde. Le chef d'entreprise sait ce qu'il va payer, le syndic sait ce qu'il va percevoir. Mais qui va le rémunérer, le syndic? En principe, vous avez plusieurs. Ça fait partie des coûts de la procédure ou... Absolument, parce que le coût de la procédure. maintenant, ce qu'on demande, c'est que quand il y a quelqu'un qui demande l'ouverture d'une procédure, de mettre une provision, il y a un compte qui est ouvert au niveau du tribunal de commerce. Et ensuite, quand vous avez des ventes qui se font, des créances qui arrivent, etc., Oui. tout est versé sur ce compte du tribunal. Et puis, vous avez cet argent qui est, avant de sortir, bien sûr, il faut déjà une ordonnance, il faut un jugement pour les honoraires du syndic, ça part pas comme ça. Et puis, à partir de ce jugement, donc vous avez, aujourd'hui, c'est une Donc ordonnance. on va créer un compte et en fonction... Non, mais Oui. absolument, créer un compte d'entreprise en difficulté au tribunal de commerce. Oui. L'avantage de ce compte, c'est que parfois, quand le compte existe au sein du tribunal, il est bien fait. Et puis ensuite, en même temps, moi, quand je suis syndic d'une entreprise, je demande une ordonnance pour créer un compte pour l'entreprise en difficulté. Et c'est un compte qui n'est pas saisissable. Très important quand même. Oui, parce que quand on dit il y a un compte, c'est-à-dire il va être fourni d'une certaine façon en cas de vente des biens peut-être de l'entreprise. Et en ce sens, quand il y a des créances, il y a des créanciers qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Mohamed Sougani. Oui, bien sûr. Mais ça, les créanciers par rapport à d'autres, c'est au moment quand on fait j'allais dire, des créanciers qui arrivent pour avoir leur dû. Parce que d'abord, il faut que les gens passent par des déclarations de créances au niveau du syndic. Parce que c'est pas parce que... Et cette déclaration de créance, elle est soumise à un certain nombre de conditions. Il y a une condition, ce qu'on appelle la procédure de vérification de créance, qui est prévue par le Code de commerce. Oui, supposons qu'un créancier, une banque par exemple, ou un organisme social, il doit justifier. Non, mais il vous dira que l'entreprise me doit 100. Et vous avez le chef d'entreprise, quand vous le voyez sa comptabilité, il a que 50 ou 60. Donc, à ce moment-là, si vous n'arrivez pas à mettre d'accord les gens, etc., vous proposez au juge-commissaire éventuellement diligenter une expertise judiciaire par rapport pour délimiter la créance. Que, par exemple, quelqu'un, dans le cadre en tout cas, un chef d'entreprise a pris un crédit ou un financement pour son entreprise qui est un financement, je dis un chiffre au hasard de 100, et les retards font que la banque va estimer qu'il y a des pénalités, et en ce sens, il peut y avoir un différentiel de 40% dans l'exemple qui a été cité, entre ce qu'il imagine devoir payer et ce que la banque imagine devoir recevoir en termes, disons, financiers, en rajoutant les pénalités. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a les contestations. Mais bien sûr, de toutes les manières, il faut d'abord que la comptabilité soit tenue d'une manière régulière. Comme on dit au tribunal, al-muhasaba mamsouka bintidam. Ça veut dire c'est important quand même, parce que si vous avez une comptabilité qui est régulièrement saisie, etc., ou tenue, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que le syndic, lui, il a quand même cette possibilité de demander tous les documents de part et d'autre, etc. Parce que quand il y a quelqu'un qui déclare sa créance, il la déclare, mais avec les justificatifs.
et l'entreprise, donc, il a aussi une comptabilité. Et puis, il y a un rapprochement entre les deux. Si on estime qu'il y a une solution, tant mieux entre les deux. Et puis, à ce moment-là, on dit au juge commissaire que les deux parties sont d'accord sur le montant de la créance. Et parfois, vous avez même une ordonnance, c'est-à-dire un jugement qui est fait, un jugement qui est fait derrière pour acter la créance. Si éventuellement il y a ce différend, et qui existe malheureusement, il existe assez souvent entre les entreprises, certains établissements financiers, des organismes sociaux, Et etc. parfois, oui, c'est aussi les impôts. Absolument, l'administration fiscale aussi, etc. L'administration Donc, vous avez aussi ça, parce qu'au niveau des impôts, vous avez aussi des pénalités, des majorations. Mais il faut voir, parce qu'il y a aussi des majorations, des pénalités qui sont prévues par le Code de recouvrement de créances publiques et puis qui sont justifiées, aussi bien du côté des banques qu'au niveau de l'administration fiscale. Oui, donc bon, ce sont des éléments qui sont déterminés par le syndic et de ce point de vue, on essaie de fournir un compte pour faire face à ces engagements. Dans le cadre effectivement de ces procédures, si on voit que ou la situation s'est redressée ou il s'agit de liquider en vendant des biens de l'entreprise pour honorer les créances. Mais ça, c'est un aspect des missions du syndic. Il y a aussi les honoraires du syndic, alors, sur lesquels il y a des précisions. Bien sûr. Juste pour préciser, le syndic ne vend rien. C'est très important. C'est le tribunal qui vend. Ça veut dire que quand il y a par exemple la vente d'un bien immobilier, donc le syndic propose au tribunal de nommer un expert d'évaluation du bien immobilier. Cette évaluation est faite, bien sûr, avec un certain nombre de procédures, et c'est le tribunal qui est chargé de vendre. Donc le syndic ne vend rien pour l'entreprise, n'achète rien pour l'entreprise. Ça, c'est très, très, très important quand même, parce que tout ce qui est trésorerie financière, ce n'est pas le syndic. Très important. Oui, vente aux enchères. Vente aux enchères au tribunal. Quand il s'agit quand même de vente immobilière, on demande quand même l'avis du chef d'entreprise par rapport au prix de la vente. Parce que, effectivement, en matière immobilière, il y a parfois des différences relativement importantes, etc. Et c'est le tribunal. Et même parfois la vente aux enchères, après la vente aux enchères, il y a l'accord du juge commissaire. Parce que il se peut que la vente aux enchères arrête un chiffre. Et le juge commissaire derrière dit non, ce chiffre, c'est pas suffisant, etc. Moi, j'ai eu un cas, il y a pas absolument un cas il n'y a pas longtemps, une vente immobilière qui s'est faite aux enchères à 1,3 million. Non, même pas 1,3 million, 13 millions de dirhams. Et finalement, il y avait une revente qui a été faite une deuxième fois, et s'est faite à 16 millions de dirhams. Donc, vous voyez, c'est... Et la revente a eu lieu parce que le juge commissaire a estimé que le prix de vente initial n'était pas à la hauteur de... C'est ça, il a estimé que le prix n'était pas... Et puis ensuite, vous savez, en matière de vente immobilière, c'est que en matière immobilière, si vous avez une vente et vous estimez que la vente, le prix de la vente n'est pas suffisant, vous pouvez rajouter le 6e du montant de la vente et la vente revient à celui qui va rajouter. Mais revient à la vente aux enchères avec le prix qui était déjà arrêté avant plus le 6e et la vente se fait à partir de ce montant-là. Donc, vous voyez, ceux qui sont intéressés à cela, souvent, ce sont ceux qui disposent d'un capital assez fourni. Surtout, d'autant plus que ce sont des paiements cash. Voilà, et en vente, il ne faut pas oublier que la vente immobilière, enfin tout ce qui est immobilier au tribunal, il faut rajouter toujours une taxe de 3% après. Après le montant de la vente, c'est important d'y penser, surtout quand il y a des montants relativement importants. Oui, 3% de beaucoup, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui, et quelques minutes de retard pour la régie, c'est toujours de trop. Alors, on va essayer de revenir à la charge par rapport à notre sujet du jour. Ceux qui souhaitent enrichir cet échange ou poser des questions, n'hésitez pas à nous joindre, c'est jusqu'à midi et c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes avec notre invité qui a plusieurs casquettes d'expertise. Alors, il est expert comptable, il est expert judiciaire, il est syndic, il est commissaire aux comptes et il est collectionneur peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de qualificatifs, d'arbitres également. Alors, ce matin, nous nous intéressons tout spécifiquement à l'actualité qui concerne les syndics. Dans le sens judiciaire du terme, et on arrive au nerf de la guerre, celle des honoraires. Oui. Juste pour préciser, tu avais d'autres pour ces fonctions, c'est que ici, l'expert comptable, c'est le commissaire aux comptes, c'est lui qui certifie les comptes. En France, il y a la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, où il n'y a que des commissaires aux comptes, et puis vous avez l'ordre des experts comptables. Et les commissaires aux comptes, ils sont chargés. Et d'ailleurs, les commissaires aux comptes en France
dépendent du ministère de la Justice, sachant qu'il s'agit d'un contrôle légal des entreprises. Donc, c'est un petit peu par rapport au ministère de la Justice. Ici, les experts comptables, il y a une loi pour l'ordre des experts comptables. Ils sont chargés. Ici, ils ont les deux compétences, l'audit légal et contractuel. Mais tout le reste est fait par tout le monde. Et en France, il y avait un certain moment, l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Moi, j'aurais bien aimé que les choses se fassent de la même manière chez nous. Et ensuite, on a regroupé la totalité des gens sous la coupole des experts comptables. Et il n'y a plus de comptables. Maintenant, maintenant, il y a les experts comptables et les comptables agréés. Il y a une loi des comptables agréés, mais pour l'instant, je ne vois pas trop les compétences à l'intérieur, etc. Peut-être ça va venir par la suite. C'est la même interrogation concernant les syndics en ce début d'émission que tu peux faire entendre. Mais en ce qui concerne les honoraires, alors je reviens, parce que dans le décret ou dans le projet de loi qui pourrait être adopté... Je vais juste essayer de lire ça. C'est le Bab Tani al-At'ab, les honoraires. Je vais le lire en arabe et ensuite on reviendra parce que je sais que vos auditeurs perfectionnent aussi bien l'arabe que le français. Donc, on a ici تحدد أتعاب السنديك المعين في مساطر الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية طبقا للمادة 2. يتلقى السنديك أتعابا تعادل نسبة 2% من مجموع مبلغ الديون المحققة. C'est-à-dire, ici, dans un premier temps, d'après ce qui est écrit, 2% des créances qui sont arrêtées. Ça veut dire tout à l'heure, moi j'ai entendu 3% de beaucoup, ça fait beaucoup. Absolument, 2% de beaucoup, ça fait beaucoup. Mais on nous dit ici aussi que aussi, il y a un minimum quand même. Il y a un minimum. On dit ici, on parle aussi Kahad Adna, 5 000 dirhams. Et on parle aussi du travail du syndic. Et puis on a tout un tableau aussi des honoraires. Par exemple, on parle donc on parle de 0 à 600 000, 1%, de 600 000 à 2 millions, 0,75%, de 2 millions à 5 millions, 0,50%, plus de 5 millions, 0,25%, avec un minimum à chaque fois. Donc il y a déjà un barème qui est là. C'est que les choses au moins sont balisées. On parle d'un pourcentage, mais on parle en même temps d'un minimum, ce qui est quand même pas mal. Ça veut dire que le syndic, quand il fait son travail, il sait très bien que par rapport à ça, donc il a droit à ça. Il a un repère. Absolument, il a des repères. Ce n'est pas l'arbitraire d'une décision d'un juge, qui va par nécessité comparer avec sa propre situation. Mais le juge, il fait ce qu'il peut, parce que finalement, c'est pas toujours évident. Donc, le juge, c'est en fonction du travail. Nous aussi, on fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a. Oui, on fait ce qu'on peut. Mohamed Sougani, mais ce qu'on ne peut pas, c'est de continuer à disposer du temps de parole. On va reprendre dans quelques instants, après le flash d'information qui nous sera présenté, comme on l'avait annoncé par Mourad Baba. Et bien entendu, nous restons ouverts si vous avez des questions par rapport aux procédures judiciaires qui concernent effectivement les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire. Vous pourrez nous joindre jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Sur Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et nous sommes ce matin, chers auditeurs, par rapport à ceux qui se joignent à l'émission avec Mohamed Sougani. Nous parlons du rôle du syndic et nous avons mis un peu de suspense, un peu de teasing dans cette émission. On y vient au nerf de la guerre. Je le disais, la question des honoraires qu'on évoquait il y a de cela quelques instants. Alors si les choses effectivement sont adoptées telles quelles, si effectivement la décision est prise et qu'elle est publiée dans le bulletin officiel, déjà cet aspect-là des choses sera réglé. Mais en ce qui concerne disons, les actualités ou le décret, est-ce qu'on a évoqué tous les aspects qui pourraient changer la donne en ce qui concerne spécifiquement le rôle du syndic dans ses missions ? Lorsqu'il est chargé par la justice, effectivement, des fois de prendre le relais ou de décider avec le chef d'entreprise, de voir comment on peut redresser, dans la mesure du possible, des situations qui sont difficiles. Donc, juste, parce qu'effectivement, cette profession de syndic ou d'expert judiciaire, moi, je milite pour qu'il y ait quand même un code de déontologie. C'est très important. مدونة أخلاقيات أو مدونة مهنية, etc. C'est très important parce qu'il faut dire
que parfois, on pense un certain nombre de choses, etc. Mais il vaut mieux que, ensuite de ce décret qui est bien fait, mais il faut quand même qu'il y ait un code déontologique qui soit fait le plus rapidement possible. Oui, mais parce que les pratiques sont ce qu'elles sont, et sur le terrain, un code déontologique, c'est quelque chose qui peut, d'une certaine façon, indiquer une direction par rapport à ceux qui exercent ces missions-là dans le cadre judiciaire. Mais sûr. Pour ce qui est du justiciable, il a ses réflexes. Mais je vais vous dire, c'est que moi, j'avais passé mes examens d'expertise comptable en France. Il y a parmi les matières, et c'est la déontologie. Ce sont les normes. C'est important parce que finalement, un code qui soit juste là, mais il faut le faire bouger parce que finalement, on exige de la formation pour la déontologie, pour le code, pour un certain nombre de choses. Et ça fait partie du métier, du métier. C'est bien de mettre en place un certain nombre de choses, par exemple, peut-être dans l'avenir, une liste des syndics, comme ça se fait un peu partout, et avec de la formation continue. Parce qu'aujourd'hui, les experts judiciaires, les syndics, il n'y a pas de formation continue. Enfin, nous, on a une formation continue au niveau de l'ordre des experts comptables, mais il n'y a pas de formation continue parce que les métiers changent aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle et de l'expertise judiciaire. On parle de la cybersécurité, on parle de pas mal de choses. Donc, aujourd'hui, par exemple, l'ordre des experts comptables, au Maroc, aussi au Maroc en France, au Maroc, on exige une 40 d'heures de formation continue par an. C'est une obligation. En France, on exige 120 heures tous les 3 ans, enfin étalé sur les 3 ans, et ça fait partie des obligations du professionnel. Donc, il faut mettre en place un code, d'abord de comportement, etc. C'est important. Akhlaqiyat, parce que akhlaqiyat al-mihna, c'est très important. Et puis, en même temps, exiger une formation continue pour aussi bien les syndics que pour les experts judiciaires, etc. Et pour parler des experts judiciaires, le problème qu'il y a au Maroc, et il faut quand même souligner, parce que tout n'est pas bon, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai discuté avec un responsable du département des professions juridiques et judiciaires au niveau du ministère de la Justice. Aujourd'hui, vous avez, pour d'autres professions, des interlocuteurs. Par exemple, pour les avocats, vous avez des interlocuteurs. Les ordres. Non, les avocats, vous avez des interlocuteurs. Les notaires, vous avez des interlocuteurs. Pour les huissiers de justice, mais pour l'expert judiciaire, il n'y a pas d'interlocuteur, parce que ça, c'est un problème. Il faut quand même qu'il y ait une formation. Si on prend, par exemple, le cas français, il y a une compagnie des experts judiciaires. La compagnie englobe la totalité des experts judiciaires. Et à l'intérieur, vous avez des associations. Par exemple, pour les experts comptables, il y a une association qui s'appelle les experts comptables de justice, c'est-à-dire les experts comptables qui font des travaux d'expertise judiciaire. Oui, mais pourquoi est-ce que les experts judiciaires ne s'organisent pas, disons, à leur façon ? Difficilement. Mais les avocats s'organisent, les notaires s'organisent, les experts judiciaires peuvent bien s'organiser. Mais il faudra que ça vienne, ça commence. Et puis parfois, si on n'arrive pas à faire les choses... Mais il faut parfois être à l'initiative. Mais il y a plein d'initiatives qui sont faites. Il y a plein d'initiatives qui sont faites. Mais si on n'arrive pas à organiser les gens par le bas, on les organise par le haut. Donc c'est très simple. Parce qu'il y a des fois... on met un ordre d'experts judiciaires par le ministère de la Justice, et à partir de là, on améliore les choses, etc. Parce que c'est important quand même d'avoir une organisation pour chaque profession. Oui. C'est très important. En tout cas, les avocats ou les notaires peuvent être sanctionnés par leur ordre, par rapport effectivement au cas où il peut y avoir matière à constater des choses contestables. Dans le cas des experts judiciaires... Je vais vous dire, dans les sanctions, il y a 3 niveaux. Il y a d'abord le niveau... sanction disciplinaire qui se fait par d'abord l'ordre des experts, l'ordre des avocats, etc. Vous avez des sanctions civiles et vous avez malheureusement parfois des sanctions pénales. Donc, vous avez trois niveaux de sanctions. Quand vous avez un ordre ou une fonction qui est organisée, il y a déjà des sanctions qui doivent se faire en interne. Et ça, c'est le plus important, parce que n'attendons pas que les choses arrivent de l'autre, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un certain nombre d'experts judiciaires qui font l'objet de shikayat, de plaintes. Et vous savez, malheureusement, moi, je l'avais dit à plusieurs reprises... ils sont bien justiciables. Comme tout le monde, ça c'est vrai. Mais moi, j'avais dit, par exemple, un syndic qui travaille avec le tribunal de commerce. Le syndic, c'est le tribunal de commerce. C'est particulièrement le tribunal de commerce. Au tribunal de commerce, il y a un procureur du roi, et puis un procureur général du roi. Mais malheureusement, quand il y a une plainte, il se déplace au tribunal pénal. Oui. Et c'est un tribunal qui n'a rien à voir avec le tribunal commercial. C'est pour cela, moi, j'avais milité pour dire, quand il y a des
des dérapages de certains experts ou de certains syndics, etc., le tribunal commercial est compétent parce que finalement, pour voir, parce qu'ils l'ont désigné, ils savent très bien ce qu'ils lui ont demandé, ils savent très bien ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, et à partir de là, on lui dit, il y a des choses qui ont été faites, on lui donne l'occasion de répondre par rapport à s'il y a des anomalies ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, quand il y a un problème, la plainte se fait au niveau du tribunal pénal. Ça serait bien un jour que les choses se passent au niveau du tribunal commercial. Mohamed Soughani, vous êtes venu avec beaucoup d'idées qui peuvent faire leur chemin. Pourquoi pas. En tout cas, vous avez soumis un texte, peut-être qui sera modifié d'ici là. En tout Absolument. cas, l'intérêt... Mais l'essentiel, il va rester, hein, ça c'est sûr. Oui, et l'essentiel, c'était aussi d'évoquer ces actualités-là du syndic. Cet autre syndic dont nous parlons aujourd'hui, pas celui qu'on évoque, somme toute, assez régulièrement dans notre émission. Alors, il y a, disons, dans la procédure judiciaire qui est entamée, parce que le syndic, on fait appel à lui dans le cadre des procédures de redressement ou de liquidation ou de sauvegarde. Mohamed Soughani. Et alors, loin s'en fout, c'est pas le seul qui a des responsabilités ou qui a effectivement des comptes à rendre par rapport aux responsabilités qui lui incombent dans le cadre effectivement de ces procédures, lorsque le juge en décide ainsi. On disait, quelles sont les parties prenantes lorsque une entreprise est engagée dans ces procédures ou de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et les missions, les rôles de chaque partie prenante, parce qu'il y a un chef d'entreprise qui disparaît pas complètement quand on est en procédure de sauvegarde. Il y a les magistrats, il y a les expertises judiciaires qu'on sollicite par rapport à certains points particuliers, il y a le rôle du syndic aussi. Donc déjà que le syndic, quand il est désigné par le tribunal de commerce, c'est sur la base d'un jugement. Donc il travaille sous la responsabilité du juge-commissaire. Et bien sûr, le rapport qu'il fait, c'est un rapport qu'il fait à la chambre de conseil qu'il a désignée. Et cette procédure, c'est que vous avez aussi des contrôleurs qui sont désignés, qui est prévu par le Code de commerce. Donc vous avez, on a la possibilité des gens, des créanciers qui se portent contrôleurs, mais contrôleurs, c'est-à-dire ils font une demande auprès du tribunal de commerce et un jugement pour dire par exemple que telle entreprise, et puis on voudrait toujours qu'il y ait un contrôleur des créanciers qui ont des hypothèques, par exemple les banques, etc. Et moi, j'essaie toujours aussi d'avoir, quand il y a des salariés, d'avoir un contrôleur des salariés, parce que c'est bien d'avoir un interlocuteur par rapport aux salariés. Et parfois, troisième, on prend un contrôleur d'un créancier chirographeur, c'est-à-dire un créancier lambda. Et c'est bien d'avoir ces contrôleurs qui doivent aider d'ailleurs le syndic. Et c'est un travail aujourd'hui qui est bénévole. Enfin, il n'est pas rémunéré par le tribunal. Donc, parce que le contrôleur, donc il est contrôleur d'une banque, d'une institution financière, d'un créancier important, mais on se dit peut-être qu'il est rémunéré par son créancier, etc., etc. Parce que finalement, il aide à l'institution dont il préserve les intérêts. Absolument. Et puis il aide le syndic. Pour ce qui est des salariés, j'imagine difficilement qu'ils vont le rémunérer pour ces missions. Non, généralement, non, parce que les salariés... D'ailleurs, tout à l'heure, tu as posé des problèmes sur les privilèges, les créances, oui. les privilèges des créances. Oui. C'est qu'effectivement, les salariés, par rapport aux dispositions du Code du travail, c'est qu'ils ont des privilèges, les salariés. Par exemple, quand ils déclarent, parce que généralement, malheureusement, c'est toujours des jugements qui sont au niveau du tribunal social, et qui déclarent leurs créances au syndic. Et l'avantage qu'ils ont, les salariés, c'est qu'ils n'ont pas de délai pour déclarer leurs créances. C'est important. Alors que les autres, ils ont un délai de 2 mois. Oui, mais est-ce qu'ils passent prioritairement? Parce que s'ils peuvent déclarer même tardivement... ils peuvent déclarer quand ils veulent. Mais qu'ils passent après les impôts et les banques Non, quand il s'agit de distribution, par exemple, de produits de la vente, pour les biens meubles, pour les fonds de commerce, les salariés ont la priorité. Mais si vous vendez un immeuble, c'est le tribunal vend un immeuble, etc., et que l'immeuble est hypothéqué, c'est l'hypothécaire qui a la priorité. Donc, mais vous savez quand même, il y a des avantages pour les salariés, pour tout ce qui est vente de biens meubles et puis vente de fonds de commerce. Moi, vous savez, dans cette procédure, moi je dis toujours que parfois, en arabe, comme on dit,
parce que finalement, c'est son gagne-pain. Parce qu'il y a des gens, à travers leur salaire, ils travaillent, ils payent un loyer, ils payent parfois des crédits, etc. Et j'ai essayé toujours de privilégier les salariés, parce que j'estime que une banque, c'est important, effectivement. Les créances publiques, c'est important. Mais le salarié, parfois, il n'a que ça pour vivre. Enfin, et j'en ai vu malheureusement des gens qui sont dans ce cas-là. Moi, je sais, quand j'ai cette procédure, de privilégier les salariés. Comme on dit, même si vous n'êtes pas rémunéré, c'est très important. Oui, bon, ce sera une petite conclusion pour cette partie d'émission. 11h17, c'est le moment qu'on a disons, de profiter de la respiration musicale, et on va se retrouver pour la suite de notre émission qui se poursuit jusqu'à midi. Et si vous avez des avis à faire entendre, ou si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Badr Saoudi. Et nous sommes avec notre invité, Mohamed Zougani, qui est expert judiciaire, qui est expert comptable, commissaire aux comptes, et qui est, le cas échéant, nommé en tant que syndic dans certains dossiers. Alors, on évoque effectivement le rôle et les missions du syndic, mais il n'est pas le seul intervenant dans le cadre des procédures de redressement judiciaire et de sauvegarde. Alors, il s'agit de faire parfois et de produire un travail collégial. Comment ça se passe sur le terrain ? Et comment se passe que ces collaborations qu'il est par nécessité amené à établir ? Mohamed Zougani. Donc, dès que vous avez le jugement qui vous nomme en tant que syndic, vous prenez contact avec l'entreprise. Ça, c'est le plus important, avec le chef d'entreprise. Et à partir de là, c'est le tribunal qui est chargé de publier la décision de justice au bulletin officiel. Parce que, comme ça, c'est très, très important, cette date de publication, parce que ça donne un départ pour la déclaration des créances. Vous avez d'abord les créances qui ont été soumises au tribunal, etc. C'est que le syndic qui est chargé de notifier les personnes. Et puis ensuite, quand ils sont notifiés, ils ont un délai pour répondre, pour dire quelles sont les créances. Et ceux, peut-être, qui n'existent pas sur la ce qui a été présenté par le chef d'entreprise, il y a le bulletin officiel. La date du bulletin officiel est importante. Donc, pour les créanciers à l'intérieur du Maroc, c'est un délai de 2 mois. Et ceux qui sont à l'extérieur du Maroc, c'est à l'étranger, c'est 4 mois. Et puis ensuite, il y a une procédure, ce qu'on appelle la forclusion, mais qui vient après, etc. etc. C'est-à-dire La forclusion, donc on a 1 an après le jugement, enfin la date du jugement, qu'on pourrait toujours, si il y a eu omission, et puis que ça soit justifié. À ce moment-là, c'est une procédure qui se fait au niveau de tribunal pour accepter ou ne pas accepter la créance dans le cadre de la forclusion. Donc ça, c'est par rapport effectivement aux déclarations de créance. Aux déclarations de créance. Et quand il y a des erreurs de gestion, c'est pas celui qui a seul la main, surtout dans les procédures de sauvegarde où le chef d'entreprise a encore beaucoup de marge de manœuvre en ce qui concerne les décisions qui seront prises. Mohamed Zougani. Mais est-ce qu'il peut être désigné comme étant responsable d'erreurs de gestion lorsqu'il est en charge des dossiers d'entreprise, lorsque effectivement il est désigné par la justice, Mohamed Zougani? Les erreurs de gestion, vous parlez du chef d'entreprise ou vous parlez de qui? Le chef d'entreprise, j'imagine, il peut commettre des erreurs de gestion, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut relever, que relève le syndic dans une certaine mesure, j'imagine, mais est-ce que lorsque le syndic lui-même, on lui confie une forme de gestion de l'entreprise, il peut être responsable d'une certaine façon par rapport aux décisions qu'il prend? Non, mais sans aucun doute, mais à condition que s'il y a des erreurs avérées, etc., c'est qu'il doit assumer aussi les conséquences. Le syndic, il a un travail. Peut-être qu'un jour ou l'autre, on va sortir un guide de travail des syndics, etc., avec des normes de travail. Ça, c'est encore une idée. Ça, c'est un ouvrage qu'il s'agit de rédiger. Ou bien un guide, d'utilité publique. Ou bien un guide pour éventuellement aider les syndics à faire leur travail, etc. Pourquoi pas? Et au niveau des erreurs de gestion, enfin, je veux dire, les erreurs de gestion, malheureusement, c'est plutôt au niveau du chef d'entreprise. Si le syndic, pendant son travail, lui, il n'a pas sanctionné, il a uniquement à relever les anomalies au tribunal qui décide, parce que finalement, le dernier mot revient au tribunal. Toujours. Absolument, toujours. Vous savez, si on fait un parallélisme, par exemple, en France, on a les commissaires aux comptes qui ont une obligation de révélation. Donc, une obligation de révélation. Ça veut dire que quand vous êtes en train de faire un travail, et vous avez, je parle du cas français, et vous avez relevé des faits délictuels, etc., à ce moment-là,
vous les relevez. Le fait de ne pas les dénoncer, c'est une complicité. Absolument. Non, mais c'est une responsabilité. C'est même plus une responsabilité parce que ce qu'on appelle la révélation, le devoir de révélation des faits délictueux. Mais c'est pas à vous de dire est-ce qu'il s'agit uniquement les faits. En France, c'est le procureur de la République qui décide éventuellement d'entamer l'action publique ou non, parce que, vous savez, quand il s'agit d'une infraction, il faut quand même les 3 éléments qui sont réunis. Il y a l'élément légal, l'élément matériel et l'élément intentionnel, enfin moral. Donc, c'est à lui. Ici, dans les dispositions du Code de commerce au Maroc, c'est qu'on a un article 740, par exemple, c'est l'article 740, et puis si vous permettez, si tu permets, je peux éventuellement dire 2 ou 3 mots. Qu'est-ce qu'il dit? S'il y a des fautes de gestion de l'entreprise, généralement, comment ça se passe concrètement? Le tribunal désigne un expert et en lui délimitant les points de sa mission. Et si au bout de sa mission, il estime qu'il y avait des fautes de gestion, ça c'est grave, c'est que parfois, quand on est en matière de redressement ou de liquidation, ils peuvent éventuellement faire l'extension et le comblement de passif vers les dirigeants. Vers le patrimoine des dirigeants. Absolument. On va en parler parce que c'est le chapitre qui peut faire le plus mal. Absolument. Non, mais oui, il faut que les gens le mais sachent une faute de aussi. gestion, c'est une formulation très très large. Mais il y a un certain nombre de points, peut-être on en parlera tout à l'heure, ils sont énumérés par le Code du commerce. Pour que dire, c'est pas uniquement prendre l'entreprise et aller demander le redressement ou la sauvegarde, voir les conséquences qui sont derrière et que les gens soient conscients. Parce que le tribunal, il peut les aider, mais il peut pas quand même les aider dans le cadre de ce qui est possible. Si, avec la bonne foi du chef d'entreprise, de payer ses dettes, etc. Moi, j'ai entendu l'élément intentionnel. Donc, la bonne foi n'est pas nécessairement ce qui préside à certaines décisions qui peuvent être par ailleurs qualifiées de faute. Alors, il est 11h29. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts. Et ceux qui souhaitent poser des questions, n'hésitez pas à nous contacter jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sur Atlantic Radio. Jusqu'à midi. Et nous reprenons le fil conducteur de notre émission avec notre invité. Nous sommes avec Mohamed Sougani qui est commissaire aux comptes, expert comptable et le cas échéant, lorsqu'il est désigné par le tribunal, il est syndic. Nous parlions des missions du syndic et ça consiste quelquefois à relever les fautes, les erreurs entre guillemets ou les fautes de gestion. Alors elles sont énumérées par la loi. Et elles engagent possiblement la responsabilité du chef d'entreprise parce que quand on est en charge d'examiner une situation, il n'est pas interdit d'envisager que l'élément intentionnel du dirigeant d'entreprise qui peut parfois, dans certains cas de figure, l'amener à prendre des décisions pour que certaines sociétés ne se portent pas au mieux. Absolument. Et qui peuvent aboutir à ce qu'il y ait des procédures de sauvegarde et quelquefois des procédures de redressement judiciaire. Alors des fois c'est le syndic qui remonte ou qui alerte le juge à ce sujet. Disons que... Qu'est-ce qu'on entend par la faute de gestion? La faute de gestion, ça veut dire, elle est prévue par le texte, le code de commerce, c'est que généralement, comment ça se passe? C'est que s'il y a des fautes, c'est pas le syndic, il doit informer le tribunal. C'est le tribunal qui est chargé éventuellement de... Et le tribunal, ce qu'il fait d'une manière générale, il nomme un expert en lui précisant les points, etc., pour faire son expertise. Et là, ça peut malheureusement y aller vers l'extension de la responsabilité vers les dirigeants. Ça veut dire que les gens il faut qu'ils soient conscients. Même quand ils ont une SARL. SARL ou SA, ou même personne physique, etc. Enfin, toute entité, qu'elle soit à titre personnel ou éventuellement sous forme sociétale. Oui, c'est-à-dire leur patrimoine peut être vendu pour payer les créanciers. Non, mais absolument, mais à condition, je veux dire, par exemple, cet article 740, si tu permets, on peut dire 2 mots, parce que c'est prévu par la loi. Hein. Ce qu'il dit, cet article 740, dans le cadre du comblement de passif, en arabe dit في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية والتصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن في حقه تثبت في حقه إحدى الوقائع التالية. يقول لك en cas de redressement de liquidation judiciaire de société, le tribunal doit ouvrir une procédure de redressement de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant. Vous voyez, que ce soit personne physique ou personne morale, contre lequel peut être relevé un des faits suivants. En arabe, ils sont au nombre de 7.
La première, تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة. Abus de biens sociaux. Absolument, c'est-à-dire avoir disposé des biens de la société comme des siens propres. Ensuite, vous avez إبرام عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة. تقول لك sous le couvert de la société, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel. Ensuite, vous avez استعمال أموال الشركة Dans un intérêt personnel, parce qu'il est compris comme étant un intérêt contraire à l'intérêt de l'entreprise. Absolument. Par exemple, quand vous avez un compte courant débiteur, c'est de l'abus de bien social. Ça veut dire que vous utilisez les biens de la société pour avoir tenu une comptabilité fictive ou faire disparaître des documents. مسك محاسبة وهمية أو العمل على موصلة استغلال. Donc la société est en déficit et vous continuez à travailler parce que vous savez, pour aussi bien pour les SARL que pour les SA, Oui, quand que vous pour perdez, des raisons fiscales. Non, mais pour des gens juridiques. Oui. Si vous perdez les 3/4 du capital, en principe, vous devez tenir une assemblée générale extraordinaire pour régulariser la situation ou éventuellement faire la liquidation anticipée de la société. Ça, ce sont les droits de société. Donc, vous avez les 7 qui sont, enfin, je veux dire, les 7 points qui sont énumérés par le Code de commerce. C'est pour cela que... Est-ce qu'il y a un exemple qu'on peut citer, Mohamed Zougani? Il y a plusieurs exemples. Le premier qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque un des dérapages qui peut être constaté, parce que la dénomination faute, on peut se dire tout un chacun commet des fautes sans pour autant que ça puisse avoir des conséquences très graves. Il faut que ça soit justifié quand même, parce que la faute, et puis ensuite il y a des expertises, on n'arrive pas quand même à faire un complément de passif de cette manière-là, d'une manière forfaitaire. Il faut quand même que... Et en plus, c'est un jugement pas uniquement du juge commissaire, du tribunal. Ça veut dire que c'est un jugement collégial. D'accord. Oui, mais s'il fallait donner un exemple, dans la pratique, on est amené en tant que syndic à exercer certaines missions. On va vérifier les comptabilités, voir comment s'est passée la gestion, pourquoi est-ce que l'entreprise a, entre guillemets, est sur le point de péricliter, parce qu'elle n'a pas nécessairement périclité d'une certaine façon lorsqu'on est en procédure de sauvegarde. On va essayer de remonter certaines informations dans le cadre judiciaire, et dans certains cas de figure, on va se rendre compte. Il y a des éléments qui vont nous pousser à nous rendre compte qu'il y a eu des éléments peut-être intentionnels, dans la mauvaise appréciation du terme, qui ont amené des fois le dirigeant de l'entreprise à commettre des fautes de gestion. Donc le syndic n'est pas un juge. Oui. Le syndic, c'est un professionnel, c'est un expert. Moi, j'ai dit toujours, l'expertise judiciaire ou le syndic n'est pas un métier. C'est une mission. Vous êtes chargé d'une mission pour faire un travail ponctuel, etc. Donc, c'est à vous, si vous avez des anomalies, vous les relevez au tribunal. Et c'est le tribunal qui a le dernier mot, qui décide. Par exemple, s'il estime qu'il y a des erreurs, des fautes, s'ils sont flagrants, le tribunal peut décider directement l'extension de la responsabilité. S'il estime qu'il faut passer par une expertise... Pour confirmer. Absolument, pour confirmer ou pour voir un certain nombre de limites. Mais il délimite les points pour l'expert. Et c'est à lui. D'ailleurs, la majorité qui sont désignés dans ces missions, c'est des experts judiciaires pour ces missions-là. C'est pour cela que le tribunal, donc au vu, et puis il convoque le chef d'entreprise, parce que le tribunal aussi, quand il y a le principe du contradictoire. S'il y a un certain nombre d'anomalies, on demande au chef d'entreprise éventuellement de répondre. Peut-être qu'il a son cas. Oui, absolument. Peut-être que ce qui a été relevé par l'expert, il lui manque des éléments, on ne lui a pas communiqué la totalité des informations, et le chef d'entreprise puisse éventuellement ramener des informations complémentaires, et le dernier mot reste au tribunal qui tranche. Mais est-ce qu'on a le temps en tant que syndic? Des fois, certains sont débordés, parce qu'il n'y a pas nécessairement une liste, et donc ça peut retomber sur beaucoup, sur un petit nombre de personnes, d'assumer ces missions de syndic, Mohamed Zougani. Absolument. Est-ce qu'on a le temps des investigations, du contradictoire, des discussions avec les chefs d'entreprise? Il faut essayer quand même de porter une information qui soit objective au tribunal. C'est ça le plus important. Parce que faire sa mission, il faut la faire d'une manière tout à fait rationnelle et consciencieuse, etc. Et puis, ma foi, quand vous avez des anomalies que vous relevez... On peut tout le reprocher aux experts comptables, sauf d'être consciencieux. C'est même le cœur de... C'est un tempérament, c'est même le cœur de leur métier. Vous savez, il y a une revue en France chez les experts comptables, comment elle s'appelle? Elle s'appelle SIC, S-I-C, Science, Indépendance et Conscience. Donc, vous voyez le nom déjà de la revue. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure du code déontologique. C'est très important. Au niveau de l'ordre des experts comptables, il existe aussi bien au Maroc qu'en France, etc. Donc,
mais le code, mais en condition que le code le faire, j'allais dire, bouger, faire des formations, etc. sur cette base-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation spécifique pour les syndics. J'ai bien compris, d'où disons les précisions qui sont apportées par ce décret qui, s'il est adopté, peut-être comblera cette lacune. Alors, Mohamed Zougani, je vais revenir un instant sur la faute et la faute de gestion, parce que c'est quelque chose qui peut avoir des incidences très graves, ou en tout cas importantes, et ce qui peut éclairer les auditeurs par rapport à ce point précis. Il y a 7 éléments qui sont qualifiés de faute de gestion sur le terrain. Quelle est l'observation qu'on fait? Est-ce qu'il y a des éléments qui vont susciter la suspicion, entre guillemets, ou est-ce que c'est très flagrant, ce sont des cas évidents qu'on observe, puisque dans l'expérience d'un syndic, il y a beaucoup d'expériences en termes d'expertise, de comptabilité, ainsi de suite, qui font qu'on a la certitude très rapidement. Non, mais d'abord, est-ce que l'entreprise tient une comptabilité régulière? C'est le principe. Vous savez la loi 988 qui exige de tenir une comptabilité régulière, sincère et présente l'image fidèle. Ça, c'est très important. Si vous avez un chef d'entreprise qui tient cette comptabilité, on peut lui dire un certain nombre de choses, mais lui, il a aussi des justificatifs par rapport à ça. Mais malheureusement, on trouve aussi certains, on n'arrive pas à trouver des justificatifs par rapport à un certain nombre de choses. Vous savez, le principe de la comptabilité, c'est une pièce comptable, une écriture comptable. Enfin, ça, c'est la base. Ensuite, vous avez aussi certains chefs d'entreprise qui utilisent les biens, non pas pour l'intérêt de la société, mais pour l'intérêt personnel. Parce qu'ils considèrent qu'ils ont créé l'entreprise. Et créer l'entreprise ne leur appartient pas. Mais vous savez que l'entreprise, quand elle est sous forme sociétale, c'est une personne morale qui est indépendante de la personne physique qui l'a créée. Ça, c'est le principe. Ce sont deux choses différentes. Oui. Ici, par exemple, s'il y a des erreurs de gestion, et si il s'avère que le tribunal est convaincu qu'il y avait des erreurs de gestion, ils peuvent quand même faire l'extension, c'est très grave. Ça veut dire qu'on va y aller vers le logement, l'appartement du chef d'entreprise, les biens personnels. Et ça, c'est très grave. C'est pour cela que quelqu'un qui va au tribunal pour demander une procédure de sauvegarde ou de redressement, il faut qu'il soit convaincu qu'il y va pour d'abord essayer de remédier à ça et de redresser son entreprise. Et non pas ne pas payer les créanciers. Parce qu'il y a certains qui pensent en allant là, ça veut dire qu'on ne va pas payer les impôts, qu'on ne va pas payer la CNSS, qu'on ne va pas payer les salariés. Mais ça aussi, c'est mais là, on va se retrouver aussi à payer le syndic. Le syndic, il est payé par le tribunal. Par le tribunal. Ça, nous serons doublement comptables, Mohamed Zougani, et du temps, et aussi, dans notre acception du terme, parce qu'il y a une pause publicitaire et musicale qu'on annonce, et dont on va profiter musicalement parlant avec les auditeurs, et on se retrouve pour la dernière séquence de notre émission des experts ce matin. Les experts sur Atlantic Radio, jusqu'à midi. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes avec Mohamed Zougani, qui est commissaire aux comptes et expert comptable. Alors, nous évoquons ce matin des questions relatives au syndic. Nous parlions de la faute de gestion dans le cadre des procédures judiciaires. Alors, les procédures de sauvegarde, les procédures de redressement judiciaire, les procédures de liquidation, ce sont des procédures différentes. Et en ce sens, est-ce que dans chacune d'entre elles, le syndic, assume les mêmes responsabilités, Mohamed Zougani? Donc, quand il est nommé dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la procédure de sauvegarde, ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, que la société n'est pas en situation de cessation de paiement. Donc, cette procédure-là, il délimite l'étalement des dettes de l'entreprise sur une base de 5 ans, ce qui est prévu par le Code de commerce. En matière de redressement judiciaire, donc, on peut y aller jusqu'à 10 ans pour étaler les créances de l'entreprise. Donc, il y a un soulagement quand même pour que l'entreprise puisse travailler. Et pendant toute cette période-là, donc le syndic, lui, pendant la première période où il est nommé, donc il fait un rapport pour le tribunal. Et fait le rapport, même si le tribunal il décide aussi l'ouverture de la procédure. Donc, mais il ne juge pas est-ce que la société est soumise au redressement judiciaire, etc. Donc, finalement, quand il a ce travail, et ensuite quand il termine ce travail, donc il doit faire périodiquement un rapport pour le juge commissaire. Et en l'occurrence, il peut accompagner tout au long de la procédure
l'entreprise, c'est-à-dire de la procédure de sauvegarde à la liquidation. Et quelquefois, c'est la même personne qui va assumer cette responsabilité. C'est le tribunal qui décide. Par exemple, si le tribunal décide que on va vérifier s'il donne satisfaction, Mohamed Zougani. Non, mais c'est le tribunal qui a le dernier mot. Par exemple, moi j'avais une entreprise, c'est la première entreprise au Maroc qui a bénéficié de la procédure de sauvegarde. Je l'ai toujours. Cette entreprise, malheureusement, pendant la période du Covid, les clients importants, donc ils ont fermé les chantiers, etc. Donc avec qui ils faisaient quand même jusqu'à 60-70% de chiffre d'affaires. Et puisque c'était une période de 5 ans pour l'étalement des créances, on n'a pas pu parce que pendant 2 ans, l'entreprise, pratiquement, elle était bloquée. Et donc, on a transformé la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire. Et cette entreprise, aujourd'hui, fait travailler 500 personnes, dont 30 ingénieurs. Et ça continue. Puis, moi, j'ai essayé de... Parce que c'est pour cela, le syndic, c'est pas uniquement quelqu'un qui est là pour faire des rapports, c'est pour aussi conseiller l'entreprise, pour accompagner l'entreprise. Et dans des cas où, disons, ce conseil peut porter ses fruits dans le sens... Bien sûr, cette entreprise, il a diversifié sa clientèle, etc. Et aujourd'hui, il se porte bien. Il est même coté en bourse. Je regardais les cours ces derniers temps, ils ont grimpé, etc. Et tant mieux, Il y a des difficultés, certes, mais l'entreprise... Et quand il y a la volonté du chef d'entreprise, c'est important de l'accompagner. Oui, mais il est toujours associé, disons, au travail qui est accompli par le syndic. Le syndic, quelquefois, ses marges de manœuvre pour permettre à ce qu'une situation, qui est délicate, puisque si ça aboutit dans le cadre d'une procédure judiciaire, aucun chef d'entreprise, disons, ne se dit gaiement que d'envisager, en tout cas, ce type de procédure pour redresser la situation. Tout sera fait en amont, de sorte à éviter ces procédures judiciaires. Mais lorsqu'elles sont entamées, est-ce qu'il y a eu des cas où le syndic a pu jouer un rôle pour redresser des situations ? Absolument, parce que le syndic, c'est pour cela que c'est bien maintenant ce décret, c'est qu'on demande une formation quand même, un certain nombre de compétences. Donc le syndic, son rôle, c'est pas uniquement de... D'ailleurs, il y a 3 niveaux quand on demande ces procédures. Ça, c'est la base. C'est d'abord la continuité d'exploitation, parce qu'une entreprise qui s'arrête, c'est la liquidation. Ensuite, c'est le paiement des créances. C'est important quand même, les créanciers. Et puis, troisièmement, c'est le maintien des emplois, éventuellement le développement des emplois. Parce que quand il y a ces 3 critères, ça c'est important. Le tribunal peut aider l'entreprise à dépasser. Mais comme je vous avais dit tout à l'heure, avec la volonté du chef d'entreprise, etc. Oui, et parfois aussi en trouvant une cote mal taillée entre ceux qui ont des créances à faire valoir et ceux qui ont des obligations à les honorer. Absolument. Il y a un chapitre qu'on a peu évoqué aujourd'hui, c'est celui de la négociation et quelquefois celui de la médiation dans ce type d'affaires. Absolument. Donc, moi, sur certains créants, j'ai demandé des abattements à des créanciers qui l'ont accepté. Donc, même parfois avec pas uniquement des centaines, des millions de dirhams, c'est que, sachant que l'entreprise, s'il part à la liquidation, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. Un abattement, c'est-à-dire que, ça veut dire, je dois 100, je paye 60. Absolument, et puis ma foi, avec l'accord de créanciers, moi je dis toujours qu'il faut continuer à travailler avec les créanciers de l'entreprise. Oui. Parce que ça veut dire que... Ça veut dire continuer à négocier. Non, continuer à négocier. Et puis quand il y a un problème, c'est qu'on ne s'arrête pas. Moi, dans l'entreprise en question, j'ai demandé à ce que le chef d'entreprise continue à travailler avec les créanciers. Ce qui est quand même une bonne chose, tout en continuant à les payer en fonction de la trésorerie de l'entreprise. Bon, le temps dont on dispose n'est pas infini. Mohamed Zougani, c'est un plaisir Plaisir est partagé. De vous avoir avec nous à l'antenne. L'heure est aux actualités. Le journal nous sera présenté par Kamer Sal et la tranche suivante est animée, vous le savez, par Ahmed Aloua qui prend le relais. Excellente écoute sur notre antenne et on se dit à demain. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.